Avez-vous déjà pensé qu'une simple larme sur une vieille photographie pouvait révéler un secret capable de briser toute une famille? Nous sommes en 1928, à Lyon. Ce jour-là, pendant la procession du Corpus Christi, une petite fille de 9 ans se tenait au premier rang d'une photo de famille. Tous souriaient, sauf elle. Sur sa joue gauche, une larme, presque invisible, mais qui allait bouleverser des générations entières. Car des années plus tard, en retrouvant cette image oubliée, quelqu'un allait enfin comprendre pourquoi cet enfant pleurait alors que tout le monde riait. Et ce qu'ils allaient découvrir sur la véritable identité de Madeleine Duhamel changerait à jamais la mémoire d'une lignée entière. Restez avec moi, car aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de faits historiques et d'émotions bien réelles. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ici, nous redonnons vie à des histoires oubliées, des histoires qui nous rappellent que la vérité, même cachée derrière une simple photo, finit toujours par trouver la lumière. Elle pleure sur une photo de famille alors que tous les autres enfants sourient. Cette larme, capturée il y a presque un siècle à Lyon, cache un secret si douloureux qu'il a détruit une famille entière. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi Madeleine Duhamel, 9 ans seulement, savait déjà qu'elle n'avait plus que 3 mois à vivre dans la seule maison qu'elle ait jamais connue. Cette photo, je l'ai vue pour la première fois dans une boîte en carton trouvée dans le grenier d'une maison lyonnaise en cours de démolition. Le catalogue du photographe Étienne Borel l'identifiait comme la photo numéro 1928-447, prise lors de la procession de Corpus Christi. Mais regardez attentivement le visage de cette petite fille au premier rang. Voyez-vous cette larme qui coule sur sa joue gauche? Cette larme qui contraste terriblement avec les sourires radieux de Pierre et Louise, les 2 autres enfants Duhamel. Madeleine Duhamel, 9 ans. Cheveux noirs bouclés soigneusement attachés avec un ruban bleu qui appartenait autrefois à sa mère. Les archives municipales de Lyon conservent encore sa fiche de naissance, où une étrange rature dans la case père attire immédiatement l'attention. Henri Duhamel l'a reconnue, oui, mais seulement sur le papier. Dans son cœur, c'était une autre histoire. Car voyez-vous, Madeleine avait un secret qu'elle-même ignorait jusqu'à ce matin fatal du 14 juin 1928. Un secret qui circulait en murmure dans les ruelles du quartier de la Croix-Rousse, où les familles bourgeoises cachèrent leurs péchés derrière des façades impeccables. Les voisins savaient, les domestiques savaient, même le boucher du coin de la rue savait, mais Madeleine, elle, ne savait pas encore. Ce matin-là, à 7 heures précises selon le carillon de Saint-Nizier, qu'elle comptait religieusement chaque jour, Madeleine s'était levée avec ses mains glacées comme toujours, même en ce début d'été où le thermomètre affichait déjà 22 degrés. Elle avait enfilé le vestido blanc que sa mère avait retouché 3 fois, récupéré après que Louise l'eût porté pendant 2 ans. Les coutures étaient invisibles si on regardait de près, mais Geneviève Duhamel était habile avec son aiguille. Madeleine descendit l'escalier de bois qui grinçait toujours à la 3e marche. Dans la cuisine, l'odeur du café se mêlait à celle du pain frais. Pierre et Louise étaient déjà attablés, leurs assiettes garnies de confiture de fraises. Pour Madeleine, comme chaque matin, il y avait du pain simple avec un peu de beurre. Pas de confiture. Jamais de confiture. Henri Duhamel lisait son exemplaire du Progrès de Lyon sans lever les yeux. Quand Madeleine murmura « Bonjour papa », avec sa petite voix qui tremblait toujours en sa présence, il tourna simplement la page de son journal. Mais ce matin-là était différent. Car ce matin-là, Geneviève avait oublié de fermer complètement la porte du salon. Et quand Madeleine passa devant pour aller chercher sa poupée Céleste, celle au bras cassé depuis 2 ans que personne n'avait jamais pris la peine de réparer, elle entendit les mots qui allaient tout changer. La voix de Henri était dure, fatiguée, comme celle d'un homme qui porte un fardeau depuis trop longtemps. « Geneviève, les Martineau commencent à parler. Ils disent que la petite ressemble de plus en plus à Antoine Mercier. Tu te souviens d'Antoine, n'est-ce pas? Le séminariste qui est mort de pneumonie 3 mois avant notre mariage ?» Il y eut un silence. Madeleine se figea derrière la porte, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il l'entende. La voix de sa mère, d'habitude si assurée, n'était qu'un murmure. « Henri, je t'en prie, pas aujourd'hui. C'est la procession.
Rappelle-toi, Geneviève, coupa Henri, et Madeleine pouvait presque voir son visage dur à travers le bois de la porte. Cette enfant n'est pas la mienne. Je la garde sous ce toit pour sauver ton honneur, mais un jour, la vérité éclatera. Les conventuels de Bourg-en-Bresse acceptent les filles de son âge. Nous leur avons déjà fait un don généreux. Après l'été, elle partira. Madeleine sentit ses jambes trembler. Elle ne comprenait pas tout, mais elle comprenait l'essentiel. Elle n'était pas la fille de papa. Elle allait être envoyée loin, très loin. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Dans ses bras, Céleste, avec son bras cassé, semblait soudain peser une tonne. Et c'est à ce moment précis que Louise apparut dans le couloir, ses boucles blondes dansant autour de son visage parfait. « Madeleine, maman te cherche, il faut partir pour la procession. » Elle regarda sa sœur, ou celle qu'elle croyait être sa sœur, et fronça les sourcils. « Pourquoi tu pleures déjà? On n'est même pas encore à l'église. » Madeleine ne pleurait pas. Pas encore. Mais dans 3 heures, quand le photographe Étienne Borel leur demanderait de sourire pour l'éternité, elle ne pourrait plus retenir cette larme qui raconterait toute son histoire. 6 mois plus tôt, en janvier 1928, Lyon se réveillait sous la neige. Les archives météorologiques indiquent moins 15 degrés ce matin, où tout a vraiment commencé. Madeleine avait trouvé dans le grenier une boîte en fer rouillé, cachée derrière de vieux tableaux. À l'intérieur, des lettres d'amour. L'écriture élégante de sa mère, jeune, passionnée, s'adressant à un certain Antoine. « Mon amour », écrivait Geneviève, « bientôt nous serons unis devant Dieu. Notre enfant grandira dans la lumière de notre amour béni. » Madeleine ne savait pas lire tous les mots compliqués. Mais mademoiselle Françoise, sa maîtresse d'école, lui avait appris suffisamment. Elle reconnut la date. Mars 1919. Elle était née en mars 1919. Les lettres parlaient d'elle. Mais qui était cet Antoine? Pourquoi maman lui écrivait-elle ces mots d'amour alors qu'elle était mariée à papa? Ce soir-là, Madeleine avait remis la boîte exactement où elle l'avait trouvée. Mais le doute était planté. C'est à partir de ce jour que ses mains étaient devenues constamment froides, que la nourriture avait perdu son goût, que les cauchemars avaient commencé. Le carnet de santé de la famille, que le docteur Dubois remplissait méticuleusement, notait une perte de poids inquiétante. 3 kilos en 4 mois pour une enfant déjà frêle. Madame Moreau, la voisine au 2e étage, avait remarqué le changement. Cette veuve de guerre qui avait perdu son fils unique dans les tranchées de Verdun gardait toujours des biscuits au miel pour Madeleine. « Petite », lui disait-elle en caressant ses cheveux noirs, « tu as les yeux de quelqu'un qui porte un secret trop lourd. Viens, mange un peu. » Mais comment expliquer à Madame Moreau que chaque soir, à table, elle comptait les différences? Pierre avait le nez droit de papa, le menton carré de papa, les mains larges de papa. Louise avait ses yeux bleus, son sourire en coin, sa façon de pencher la tête quand elle réfléchissait. Et Madeleine? Madeleine avait des yeux marron profonds que personne d'autre n'avait dans la famille. Des cheveux noirs et bouclés dans une famille de blonds. Une peau mate quand tous les autres étaient pâles comme le lait. Le journal Le Progrès de Lyon de novembre 1918 conserve encore la nécrologie d'Antoine Mercier. Jeune séminariste promis à un bel avenir ecclésiastique, emporté par la pneumonie à 23 ans. Une messe sera célébrée en sa mémoire, à Sainte-Nizier. 3 mois plus tard, Geneviève épousait Henri Duhamel dans cette même église. Les registres paroissiaux montrent un mariage précipité, sans les 3 publications de bans habituels. Une dispense spéciale avait été accordée. Henri Duhamel n'était pas un mauvais homme. Les livres de comptes de son commerce de soieries, conservés aux archives commerciales de Lyon, montrent un négociant honnête, payant ses employés correctement. Il avait accepté d'épouser Geneviève malgré sa grossesse, sauvant ainsi son honneur et celui de la famille Moreau. Mais accepter sur le papier et accepter dans son cœur étaient 2 choses différentes. Chaque dimanche, à la messe de 11h, la famille Duhamel s'asseyait au 3e rang. Toujours la même disposition. Henri, Pierre, Louise, Geneviève et Madeleine au bout. Comme si même dans la maison de Dieu, elle devait rester en périphérie. Le père Dubois, dans ses sermons,
parlait souvent du pardon, de la charité chrétienne, de l'amour du prochain. Mais ses yeux évitaient toujours Madeleine, comme s'il savait, lui aussi. C'est pendant l'un de ses sermons, en avril 1928, que Madeleine avait écrit sa lettre au Papa du ciel. Son petit cahier secret, caché sous une latte disjointe du plancher de sa chambre, contenait cette prière déchirante. « Cher Dieu, je sais que vous êtes mon Papa du ciel, mais j'aimerais aussi avoir un papa sur terre qui me regarde. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je promets d'être sage. Je ne mouillerai plus mon lit. Je mangerai toute ma soupe. S'il vous plaît, faites que papa me voie. » Une nuit de mai, alors que la fièvre la terrassait, Henri était entré dans sa chambre. Madeleine faisait semblant de dormir, mais à travers ses cils, elle le voyait dans la lumière de la lune. Il s'était assis sur le bord de son lit, avait posé sa main sur son front brûlant, et pendant un instant, juste un instant, il avait caressé ses cheveux. « Pardon, petite », avait-il murmuré. « Ce n'est pas ta faute. » Puis il était parti, et le matin, il avait fait comme si rien ne s'était passé. Les préparatifs pour Corpus Christi avaient commencé début juin. Toute la ville se mobilisait pour cette procession qui rassemblait 47 familles selon les registres paroissiaux. Les rues seraient jonchées de pétales de roses. Les enfants porteraient leurs plus beaux habits. Et Étienne Borel, le photographe officiel de la bourgeoisie lyonnaise, immortaliserait ce moment pour 15 francs la photographie. 2 jours de salaire pour un ouvrier moyen. Geneviève avait sorti les vêtements du dimanche. Pour Pierre, le costume marin tout neuf. Pour Louise, la robe en dentelle commandée spécialement chez Madame Bertrand. Pour Madeleine, la robe blanche de Louise, déteinte par endroits, raccommodée au coude, rallongée avec un volant d'un blanc légèrement différent. « Tu seras très belle », avait dit Geneviève sans la regarder dans les yeux. Mais Madeleine savait. Elle savait que dans 2 jours, tout allait changer. Elle l'avait entendu. Après l'été, elle partirait. 67 kilomètres la sépareraient de la seule vie qu'elle ait connue. Le couvent Sainte-Marie de Bourg-en-Bresse l'attendait déjà. Le matin du 14 juin 1928 s'annonçait radieux. Les cloches de Saint-Nizier sonnèrent déjà 7 coups quand Madeleine les compta depuis son lit. 1, 2, 3. Elle les comptait toujours. C'était son rituel, sa façon de s'ancrer dans un monde qui semblait constamment vouloir l'effacer. 4, 5, 6, 7. Encore 3 heures avant la procession. 3 heures avant la photographie qui capturerait pour l'éternité sa douleur. Dans la chambre qu'elle partageait avec Louise, sa sœur dormait encore, ses boucles blondes étalées sur l'oreiller comme une auréole d'or. Madeleine la regarda longtemps. Dans 3 mois, elle ne verrait plus ce visage au réveil. Dans 3 mois, elle se réveillerait dans un dortoir froid du couvent, entourée d'autres filles abandonnées, d'autres secrets inavouables. Elle descendit pieds nus pour ne pas faire grincer la 3e marche. Dans la cuisine, elle découvrit sa mère déjà levée, préparant les tartines. Geneviève sursauta en la voyant. « Madeleine, tu m'as fait peur. Pourquoi es-tu déjà debout ? » Je voulais nourrir les oiseaux, maman. » Geneviève la regarda un long moment. Dans la lumière dorée du matin, Madeleine pouvait voir les cernes sous ses yeux, les rides qui s'étaient creusées ces dernières années. Sa mère n'avait que 32 ans, mais en paraissait 10 de plus. Le poids du mensonge, sans doute. « Madeleine », commença Geneviève, puis elle s'arrêta. Elle ouvrit la bouche, la referma. Finalement, elle se retourna vers le fourneau. « Va t'habiller, ta robe est sur la chaise. » Madeleine remonta, le cœur lourd. Elle savait que sa mère voulait lui dire quelque chose. Peut-être lui parler du couvent. Peut-être s'excuser. Mais les mots ne venaient de bas. Ils ne venaient jamais. En enfilant la robe blanche aux coutures apparentes, Madeleine pensa à Céleste, sa poupée au bras cassé. Elle l'avait trouvée dans une poubelle 3 ans plus tôt et l'avait adoptée. « Nous sommes pareils », murmurait-elle souvent à la poupée. Cassée mais encore là. Pierre apparut dans l'encadrement de la porte, déjà habillé de son costume marin. À 8 ans, il ressemblait déjà tellement à Henri. Le même port de tête, la même moue dédaigneuse. « Maman dit que tu dois te dépêcher. »
Et ne touche pas à mes soldats de plomb. Je n'ai jamais touché à tes soldats, répondit Madeleine. Si, tu les as touchés, je le sais. Tu touches toujours à ce qui n'est pas à toi. Les mots la frappèrent plus fort qu'une gifle. Touchait-elle vraiment à ce qui n'était pas à elle? Cette maison n'était pas la sienne. Ce nom n'était pas le sien. Ce père n'était pas le sien. Pierre avait raison sans même le savoir. À 9 heures, la famille au complet sortit de la maison. Les rues de la Croix-Rousse étaient déjà animées. Les voisins en habit du dimanche convergèrent vers l'église. Madame Moreau les croisa, serra la main de Madeleine un peu plus fort que nécessaire. « Courage, petite », murmura-t-elle. Savait-elle aussi pour le couvent? La procession commençait à 9h30 précise. Le père Dubois en tête, portant l'ostensoir doré qui brillait sous le soleil de juin. Derrière, les enfants de chœur, puis les familles par ordre d'importance sociale. Les Duhamel, prospères négociants, marchèrent dans les premiers rangs. Madeleine tenait la main de Louise, mais sa sœur ne cessait de la retirer pour arranger ses boucles ou lisser sa robe. « Tu as les mains gelées ?» se plaignait Louise. « Et arrête de trembler, tout le monde nous regarde. » Tout le monde les regardait, en effet. Madeleine pouvait sentir les regards, entendre les murmures. La petite Duhamel, celle qui ressemble au séminariste, pauvre Henri. Les mots flottaient dans l'air chaud, comme des guêpes prêtes à piquer. Ils arrivèrent place Bellecour, où les pétales de rose formaient un tapis rouge et blanc. L'odeur était enivrante, presque écœurante. Étienne Borel avait installé son appareil photographique, un imposant Thornton Pickard qui ressemblait à un œil géant, prêt à capturer leur âme. Les familles Duhamel, Martineau et Rousset, par ici s'il vous plaît, cria le photographe en consultant sa liste. Henri prit position, raide comme un piquet. Pierre à sa droite, bombant le torse dans son costume marin. Louise arrangeait ses boucles une dernière fois. Geneviève posa une main sur l'épaule de Madeleine, mais c'était une main sans chaleur, une main qui accomplissait un devoir. C'est alors que Pierre se pencha vers Madeleine et murmura, assez fort pour qu'elle entende, mais pas les adultes. « Tu sais, n'est-ce pas? Tu n'es pas vraiment ma sœur. Maman et papa parlaient ce matin. Après l'été, tu pars. Bon débarras. » Le monde s'effondra. Madeleine sentit ses jambes faiblir. Sa vision se brouilla. Elle chercha le visage de sa mère, mais Geneviève regardait droit devant. Elle chercha celui de Henri, mais il fixait l'objectif comme s'il voulait disparaître dedans. « Attention, je vais prendre la photographie », annonça Étienne Borel. « Un grand sourire, les enfants. Pensez à quelque chose d'heureux. » Quelque chose d'heureux. Madeleine chercha dans sa mémoire. Les biscuits de Madame Moreau. Les oiseaux à sa fenêtre. L'unique fois où Henri avait caressé ses cheveux. Mais tout cela semblait si loin, si fragile face à la vérité écrasante. Dans 3 mois, elle serait partie. Elle ne serait plus une Duhamel. Elle ne l'avait jamais vraiment été. « Souriez !» ordonna le photographe. Pierre sourit, révélant ses dents parfaites. Louise sourit, radieuse comme un petit ange. Henri esquissa ce qui ressemblait à un sourire. Geneviève força ses lèvres à se courber vers le haut. Et Madeleine? Madeleine sentit la larme avant même de réaliser qu'elle pleurait. Une unique larme qui roula sur sa joue gauche, traçant un sillon brillant sur sa peau mate. Elle essaya de sourire. Elle essaya vraiment, mais ses lèvres tremblaient en trop. Ne bougez plus. Clic. L'obturateur se ferma. La scène fut capturée. Pour 15 francs, Étienne Borel venait d'immortaliser la destruction d'une famille, la solitude d'une enfant, le poids écrasant d'un secret. Geneviève sentit la main de Madeleine trembler dans la sienne. Elle baissa les yeux, vit la larme. Pour la première fois depuis des années, vraiment des années, elle regarda sa fille. Pas l'enfant du péché, pas le rappel vivant de sa faute, mais sa fille. Cette petite fille de 9 ans qui portait un fardeau qu'elle n'avait pas choisi. « Madeleine », murmura-t-elle. Mais il était trop tard. La décision était prise. Les sœurs du couvent attendaient. L'argent avait été versé. Dans 3 mois, Madeleine partirait. Et avec elle, le dernier lien avec Antoine Mercier, l'homme que Geneviève avait vraiment aimé.
Immédiatement après la photographie, quelque chose se brisa dans l'air. Geneviève ne lâcha pas la main de Madeleine. Au contraire, elle la serra plus fort, comme si elle venait soudainement de réaliser qu'elle n'aurait plus que 3 mois pour tenir cette petite main glacée. La procession continua, mais la famille Duhamel n'était plus la même. Henri marchait devant, le dos plus voûté qu'avant. Pierre et Louise chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs vers leur sœur qui n'en était pas une. Et Madeleine marchait comme une somnambule, la larme séchée laissant une trace salée sur sa joue. Ils passèrent devant la boutique de Monsieur Gauthier, le libraire qui avait toujours un bonbon pour les enfants. Il vit Madeleine, vit son visage défait, et détourna le regard. Même lui savait. Toute la ville savait. Le secret n'en avait jamais vraiment été un. De retour à la maison, le repas de fête attendait. Geneviève avait préparé un rôti d'agneau, des pommes de terre dorées, une tarte aux fraises. Les assiettes en porcelaine fine, cadeaux de mariage, étaient sorties pour l'occasion. Mais personne n'avait faim. Henri brisa le silence. « Pierre, Louise, montez dans vos chambres. »« Mais papa, le dessert !» protesta Louise. « Montez !» Les 2 enfants obéirent, Pierre lançant un dernier regard mauvais à Madeleine. Quand leurs pas se furent éloignés dans l'escalier, Henri se tourna vers sa femme. Elle a pleuré devant tout Lyon. Elle est une enfant, Henri. Une enfant qui nous apporte la honte. Madeleine voulait disparaître, fondre dans sa chaise, devenir invisible. Mais elle était là, bien réelle, le témoin involontaire de sa propre condamnation. « Madeleine, » dit soudainement Geneviève en se tournant vers elle. « Va dans le jardin. J'ai à parler à Henri. » Madeleine se leva, les jambes tremblantes. En passant près de sa mère, elle sentit son parfum de lavande, ce parfum qui autrefois signifiait sécurité et amour. Maintenant, il ne signifiait plus que mensonge. Dans le jardin, elle s'assit sous le vieux tilleul, son refuge habituel. C'est là qu'elle venait quand Pierre la tourmentait, quand Louise l'ignorait, quand Henri ne la voyait pas. L'arbre au moins était constant, fidèle, présent. Elle sortit son cahier secret de sa cachette dans le tronc creux et commença à écrire « Cher papa du ciel, aujourd'hui j'ai appris que je n'ai pas de papa sur terre. Je vais partir loin. Est-ce que vous viendrez avec moi au couvent ?» À travers la fenêtre ouverte, elle pouvait l'entendre ses parents se disputer. Les mots arrivaient par bribes. « Ta faute. Mon honneur. Cet enfant. Antoine. » Ce dernier nom revenait sans cesse. Antoine, le fantôme qui hantait leur maison. Soudain, la porte de derrière s'ouvrit. Geneviève apparut, les yeux rouges. Elle s'approcha lentement de Madeleine, s'assit à côté d'elle sous l'arbre. Pour la première fois depuis des années, elle prit sa fille dans ses bras. « Ma petite » murmura-t-elle, et sa voix se brisa. « Ma pauvre petite, je suis tellement désolée. » Madeleine ne bougea pas, raide dans les bras de sa mère. Ses bras qui l'avaient bercée bébé mais qui s'étaient fermés à elle au fil des ans. « Je vais te raconter une histoire, » dit Geneviève en essuyant ses larmes. L'histoire d'une jeune fille qui aimait un jeune homme. Il s'appelait Antoine. Il voulait devenir prêtre, mais il m'aimait aussi. Nous pensions avoir le temps de décider, de choisir entre Dieu et notre amour. Mais la pneumonie l'a emporté en 3 jours. 3 jours, Madeleine. Et il m'a laissé avec toi dans mon ventre. Madeleine écoutait, le cœur battant. Enfin, la vérité. Henri était l'ami d'Antoine. Il m'a sauvée du déshonneur en m'épousant. Mais chaque fois qu'il te regarde, il voit Antoine. Et moi, chaque fois que je te regarde, je vois aussi Antoine. Tes yeux, Madeleine, tu as ses yeux. Et cela nous fait mal, à Henri et à moi, pour des raisons différentes. Alors je suis une erreur, murmura Madeleine. Non, Geneviève la serra plus fort. Tu es la preuve que l'amour existe, que l'amour vrai, pur existe. Mais dans ce monde, ma chérie, l'amour pur n'a pas sa place. C'est pour cela que tu dois partir. Les sœurs du couvent te protégeront, elles t'apprendront. Et peut-être qu'un jour tu me pardonneras. Pourquoi Pierre et Louise me détestent?
Ils ne te détestent pas. Ils répètent ce qu'ils entendent. Les enfants sont cruels parce que les adultes leur apprennent à l'être. Elles restèrent ainsi un long moment, mère et fille enfin réunies dans leur douleur partagée. Le soleil déclinait, projetant des ombres dorées à travers les feuilles du tilleul. « Maman, » dit finalement Madeleine, « est-ce qu'Antoine m'aurait aimé ?» Geneviève sourit à travers ses larmes. « Oh, ma chérie, il t'aurait adoré. Il avait préparé une chambre pour toi, tu sais. Il avait même choisi ton nom. Madeleine, comme Marie-Madeleine, celle qui a été pardonnée et aimée. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Geneviève borda Madeleine dans son lit. Elle lui raconta des histoires d'Antoine, de leur amour, de leurs rêves. Elle lui parla du jeune homme aux yeux marrons qui récitait de la poésie, qui jouait du violon, qui rêvait de changer le monde. « Garde cela dans ton cœur, » dit Geneviève en l'embrassant sur le front. « Tu n'es pas l'enfant du péché, tu es l'enfant de l'amour, ne l'oublie jamais. » 3 jours plus tard, la photographie était prête. Étienne Borel la livra dans son étui de carton. Henri la regarda longuement, cette image qui capturait la fin de leur famille telle qu'il la connaissait. Il la rangea dans un tiroir sans un mot. Les semaines passèrent. Juillet brûlant, août étouffant. Madeleine comptait les jours. Madame Moreau lui apportait des biscuits supplémentaires, comme si la nourriture pouvait compenser l'abandon. Mademoiselle Françoise, mise au courant, lui donna des livres à emporter. Même le chat borgne du quartier semblait plus affectueux, se frottant contre ses jambes maigres. Le 3 septembre 1928, veille du départ, Henri fit quelque chose d'inattendu. Il entra dans la chambre de Madeleine et s'assit sur son lit. « Madeleine », dit-il, et c'était la première fois qu'il prononçait son nom avec douceur. « Je veux que tu saches que ce n'est pas ta faute. J'ai essayé d'être un père pour toi, mais j'ai échoué. C'est ma faiblesse, pas la tienne. » Il sortit de sa poche une petite médaille de Saint-Joseph. C'était à Antoine. Il me l'avait donnée avant de mourir. Il voulait que tu l'aies. Madeleine prit la médaille, le métal froid dans sa paume. Son vrai père l'avait touchée. C'était le seul lien physique qu'elle aurait jamais avec lui. « Merci », murmura-t-elle. Henri hocha la tête et sortit. C'était leur adieu. Le 4 septembre 1928, à 6 heures du matin, la voiture qui devait emmener Madeleine au couvent Sainte-Marie attendait devant la maison. Une petite valise contenait ses maigres possessions, 3 robes, du linge de rechange, son cahier secret, Céleste la poupée aux bras cassés et la médaille de Saint-Joseph. Pierre et Louise regardaient depuis la fenêtre du premier étage. Ni l'un ni l'autre ne descendit dire au revoir. Henri était parti tôt à son commerce, incapable d'affronter ce moment. Seule Geneviève accompagna Madeleine jusqu'à la voiture. « Sois courageuse », murmura-t-elle en la serrant une dernière fois. « Les sœurs sont bonnes. Sœur Marie-Thérèse t'attend. Elle était l'amie d'Antoine, tu sais. Elle prendra soin de toi. » La voiture s'éloigna dans la brume matinale. Madeleine se retourna une dernière fois pour voir la maison qui n'avait jamais vraiment été la sienne. Geneviève était toujours sur le seuil, silhouette solitaire dans sa robe noire. Elle leva la main. Madeleine aussi. C'était fini. Le trajet de 67 km jusqu'à Bourg-en-Bresse dura 3 heures. À chaque kilomètre, Madeleine sentait son ancienne vie s'éloigner. Lyon, la Croix-Rousse, le tilleul du jardin, tout disparaissait derrière elle. Le couvent Sainte-Marie se dressait comme une forteresse de pierre grise. Mais quand les grandes portes s'ouvrirent, Madeleine découvrit un jardin verdoyant, des roses grimpantes, et une femme au visage doux qui l'attendait. « Tu dois être Madeleine », dit sœur Marie-Thérèse. Elle avait des yeux marrons, exactement comme ceux de Madeleine. J'attendais ce jour depuis longtemps. Elle prit la petite fille par la main, une main chaude et ferme, et l'emmena à l'intérieur. La chambre qui attendait Madeleine était petite, mais lumineuse. Sur le lit, une poupée neuve avec 2 bras intacts. « Pour tenir compagnie à Céleste ?» dit la sœur avec un sourire. Les premiers jours furent difficiles. Madeleine pleurait la nuit, appelant une mère qui ne viendrait pas. Mais sœur Marie-Thérèse était toujours là, patient, douce, constante. Elle lui apprit que parfois,
Les familles qu'on choisit sont plus vraies que celles dans lesquelles on naît. Les mois passèrent. Madeleine apprit le latin, le piano, la couture fine. Elle excellait dans ses études, comme si apprendre pouvait combler le vide en elle. Les autres filles du couvent, toutes avec leurs propres histoires de douleur, devinrent ses sœurs de cœur. Un jour de décembre, sœur Marie-Thérèse l'appela dans son bureau. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle sortit une enveloppe jaunie. « C'est d'Antoine, ton père. Il me l'avait donnée au cas où il lui arriverait quelque chose. » Madeleine ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre. « Ma petite Madeleine, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te les dire. Sache que tu as été désirée, attendue, aimée avant même de naître. Ta mère et moi t'avons conçue dans l'amour le plus pur. Les circonstances nous ont séparés, mais mon amour pour toi traverse la mort. Sois forte, sois bonne, sois heureuse. Ton père qui t'aime. Antoine. » Madeleine pleura, mais pour la première fois, c'étaient des larmes de guérison. Elle avait été aimée. Elle était aimée. Les années passèrent. 1930, 1935, 1940. La guerre vint et repartit. Madeleine devint institutrice, trouvant sa vocation dans l'enseignement aux enfants oubliés, aux mal-aimés, à ceux qui, comme elle, portèrent des secrets trop lourds. En 1945, elle reçut une lettre. Geneviève était mourante et demandait à la voir. Madeleine fit le voyage jusqu'à Lyon. La maison de la Croix-Rousse n'avait pas changé, mais tout le reste si. Henri était mort en 1942. Pierre avait péri en 1944 dans la Résistance. Louise s'était mariée et vivait à Paris. Geneviève était méconnaissable, ravagée par la maladie et les remords. « Madeleine, » murmura-t-elle, « tu es venue. »« Oui, maman. » Elles parlèrent longtemps. Geneviève raconta les années après le départ de Madeleine, le silence qui avait envahi la maison, les regrets qui la rongeaient. Elle sortit quelque chose de sous son oreiller, la photographie de 1928. « Je l'ai gardée, » dit-elle. « Chaque jour, je la regardais. Cette larme sur ta joue, elle me hantait. Mais maintenant je comprends. Cette larme était le début de ta libération. Tu es partie, et tu as vécu. Nous sommes restés, et nous sommes morts lentement. » Geneviève mourut 3 jours plus tard. Madeleine resta pour l'enterrement. Louise vint de Paris, froide et distante. Après la cérémonie, elle s'approcha de Madeleine. « Je suis désolée, » dit-elle simplement. « Pour tout. »« Nous étions des enfants, » répondit Madeleine. « Les enfants répètent ce qu'ils entendent. » Louise hocha la tête et partit. Elles ne se revirent jamais. Madeleine retourna à Bourg-en-Bresse, à ses élèves, à sa vraie vie. Elle ne se maria jamais, mais elle fut mère pour des centaines d'enfants au fil des ans. Elle leur apprenait à lire, à écrire, mais surtout, elle leur apprenait qu'ils étaient dignes d'amour, peu importe leurs origines. En 1978, 50 ans après la photographie, un journaliste local faisant des recherches sur les familles lyonnaises tomba sur l'image dans les archives d'Étienne Borel. Intrigué par cet enfant en larmes au milieu des sourires, il enquêta. Il retrouva Madeleine, alors âgée de 59 ans, toujours institutrice, toujours à Bourg-en-Bresse. « Cette larme, » lui dit-elle en regardant la photo, « c'était ma vérité qui refusait de se taire. Les secrets de famille, voyez-vous, ils ne détruisent pas seulement ceux qui les portent. Ils détruisent tout le monde autour. Henri n'a jamais connu la paix. Geneviève non plus. Pierre est mort en héros, mais il est mort quand même, trop jeune, comme s'il cherchait à prouver qu'il était le vrai fils. Louise a vécu mais n'a jamais vraiment été heureuse. Et moi j'ai survécu parce que j'ai été libérée du mensonge. » Le journaliste publia l'histoire. Elle toucha des milliers de personnes, tous ces enfants secrets, ces mal-aimés, ces oubliés qui se reconnaissaient dans le visage de cette petite fille de 9 ans. Madeleine mourut en 1987, entourée de ses anciens élèves. Dans son testament, elle demanda que la photographie soit donnée à sa filleule, une petite orpheline qu'elle avait prise sous son aile, une enfant aux yeux marrons et aux mains toujours froides. Aujourd'hui,
En 2025, cette photographie est dans un cadre simple sur la table de nuit de Marie-Claire Fontaine, professeure de littérature à Lyon. C'est sa grand-mère spirituelle qui la lui a léguée, avec ces mots « N'oublie jamais. Les larmes qui disent la vérité valent mieux que les sourires qui cachent les mensonges. » Chaque soir, avant de dormir, Marie-Claire regarde cette photo. Elle voit cette petite fille en larmes et elle comprend. Elle comprend que parfois, c'est dans nos moments les plus vulnérables que nous sommes les plus vrais, que les secrets de famille peuvent détruire des générations entières. Mais surtout, elle comprend que l'amour véritable, même né dans les circonstances les plus difficiles, trouve toujours un chemin. La médaille de Saint-Joseph est toujours là, posée à côté du cadre. Le métal a noirci avec le temps, mais elle brille encore dans la lumière de la lampe. Un père qui n'a jamais connu sa fille. Une fille qui a appris à vivre sans père. Et entre les deux, l'amour qui traverse le temps, la mort et tous les secrets du monde. Parce que voyez-vous, les photos ne mentent jamais. Elles capturent la vérité, même quand nous essayons de la cacher. Cette larme sur la joue de Madeleine n'était pas seulement une larme de tristesse. C'était une larme de vérité dans un océan de mensonges. Et c'est cette vérité qui, finalement, l'a sauvée. Avant de refermer cette histoire fictionnelle, inspirée de faits et d'émotions bien réelles, souvenons-nous d'une chose. Certaines vérités ne détruisent pas. Elles libèrent. Le secret de Madeleine a brisé une famille, oui, mais il lui a aussi offert la chance de renaître ailleurs, dans la lumière de l'amour vrai et du pardon. Les larmes sincères valent toujours mieux que les sourires qui mentent. Parce qu'au fond, chaque famille porte ses ombres, mais c'est en les regardant en face que l'on devient vraiment libre. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Geneviève, la mère déchirée entre la honte et l'amour? Pensez-vous qu'un mensonge peut parfois protéger ou finit-il toujours par détruire? Avez-vous, vous aussi, connu dans votre famille des secrets que le temps n'a jamais vraiment effacés? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot « vérité » dans les commentaires pour que je sache que vous avez senti toute la force de cette histoire. Dites-moi aussi de quelle ville vous nous écoutez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos parents ou grands-parents. Ces récits du passé qui méritent encore d'être entendus. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de partager cette histoire avec quelqu'un qui croit encore que les photos ne capturent que des sourires. Cliquez sur la carte à la fin pour découvrir la prochaine histoire de notre collection de photos oubliées.